toit, son champ était intact. Ce ravage avait donc eu lieu la nuit. Seyton réfléchit et se proposa un stratagème. Il prit sa pioche et sa houe, fit un trou dans le champ et à la tombée de la nuit s'y cacha. Quand le crépuscule laissa place à l'obscurité, il entendit des pas de plus en plus proches. Puis il lui sembla voir une ombre animale. On aurait dit un cheval, mais il ne distinguait pas bien sa couleur, peut-être était-il noir. L'animal approchait. Un cheval noir entre ses épis. Pris de peur, il se recroquevilla et retint son souffle. Le cheval se mit avec acharnement à détruire les épis de maïs. À la vue de ce spectacle, Seyton crut d'abord à un cauchemar. Ses oreilles bourdonnaient. Il avait l'impression qu'il allait mourir. Il se laissa aller un moment, puis se ressaisit. Toutes ses forces lui revinrent. Il se donna du courage. D'un tour, son sang lui ramena toute sa lucidité. Un proverbe de sa mère adoptive s'activa dans sa mémoire sous la forme d'un écho de voix. On n'arrache pas les cordes d'un buffle vivant. Ou il vous tue, ou vous le tuez. C'est alors qu'il bondit de sa cachette, boum, et s'accrocha à la queue du cheval noir qui persistait dans son œuvre destructrice. « Pourquoi démolis-tu le fruit de mes labeurs » questionnait-il en sanglots. « Excuse-moi, répliqua le visiteur indésirable. Laisse-moi la vie sauve, et je te promets de réparer ma faute. » Sidéré, Seyton obéit. « Coupe un bout de ma queue, lui dit le cheval. Quand tu seras en difficulté, prends ses poils et appelle-moi. Je viendrai à ton secours. » Il coupa un bout de la queue de l'animal qui s'en alla aussitôt dans la nuit profonde. Seyton retourna chez lui. À la maison, sa mère était anxieuse. Il l'apaisa à sa manière. « Je ne suis plus un oiselet, je ne crains rien. » Seulement, il n'avait rien dit à Nanvo de sa découverte et de cette mystérieuse aventure dans laquelle il s'était engagé. Il pensait qu'on ne pouvait confier un secret à une femme, quel que soit son âge, quelle que soit sa sagesse. C'est ce qu'il aurait appris. Le lendemain, il prit place dans le même trou, vers la même heure. Et là, je passe quelques pages, et je vous dis juste qu'il y a d'autres chevaux fabuleux qui sont venus détruire le potager, et je vais donner la parole à Aurore pour qu'elle lise la suite. Alors, un matin, le roi Alada fit dire à tous les sujets de son royaume qu'il allait marier sa fille, la princesse C, au cavalier dont la monture franchirait les 41 marches qui mènent au palais royal. De plus, cet heureux cavalier, il aurait la moitié de la fortune du roi. Vous vous rendez compte? Celui qui allait gravir les marches, il allait devenir aussi riche que le roi. Et la nouvelle se répandit très vite. Un délai de 7 jours était accordé aux prétendants. Alors, Seyton était pensif. Il n'était pas cavalier, mais sa pensée s'était dès lors rivée aux 3 chevaux qui avaient abîmé son champ. Et chaque fois qu'il y songeait, il se refusait à y croire. Pourquoi imaginer, rêver, espérer se prendre pour qui on n'est pas et finir par la désillusion? Pourquoi il n'allait pas se contenter de rester un petit berger? Oui, il avait déjà rêvé de mieux. Il avait quitté sa maman pour aller à l'aventure. Mais est-ce qu'il pouvait gagner le challenge du roi? Je vais prendre un fil plus long. Et en fait, Seyton, avec les 3 chevaux qui avaient dévasté son potager, eh ben, il va gagner le challenge. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, il faut demander, au Père Noël. Alors, je vais vous lire une autre histoire qui nous vient du Gabon. Et elle est super sympa. C'est l'histoire d'un grand-père. Alors, il fait des voix, hein, ce grand-père, parce que c'est un grand-père. Oh, Yulianoumo, ne Mwini Mfoulé, si Gielu Mfongi, ne Muki. Cette voix, c'est celle de Tatenzambi. Tatenzambi, l'homme le plus respecté du village, ce village qu'il a lui-même construit en plein cœur de la forêt, c'est un chasseur très renommé. Et il s'est donc installé là afin de pratiquer son activité comme bon lui semble. Alors, du côté du Gabon, quand un conteur dit Singani Kogo, c'est parce qu'il veut être sûr que toutes les oreilles sont bien ouvertes et que tout le monde est prêt au voyage. Et lorsqu'il dit Singani Kogo, on lui répond bien évidemment Yeno. Donc je vais dire Singani Kogo et vous allez dire Yeno. Voilà. Singani Kogo. Yeno.
Nzambi, l'homme le plus respecté du village, sa femme lui avait offert 6 enfants et 6 filles. Sa première fille s'appelait Dinzune. Dinzune qui était d'une beauté exceptionnelle, admirée aussi bien par les humains que par les bêtes. Par les humains et par les bêtes. Mais elle était aussi très capricieuse. Et elle n'écoutait toujours pas la parole de Tate Nzambi. Alors Tate Nzambi, qui pourtant ne cachait pas sa préférence pour sa première fille. Oh, écoutez-moi, écoutez-moi. Cette nuit, il a plu. Il a beaucoup plu. Nous avons suffisamment d'eau pour tenir toute la journée. Alors ce matin, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant qui ira à la rivière. Comme tout le monde le sait, du haut de leurs branches, certains oiseaux se mettent à rire, à crier, à siffler, pour se moquer d'une autre créature aperçue au sol. Eh bien, ce matin, que personne ne s'intéresse aux cris de ces oiseaux. Qu'on ne ramène rien au village. Oh! Tate Nzambi, qui veillait sur toute la tribu, lançait de temps en temps ce genre de message, un interdit, un avertissement, un conseil. Ce matin-là, le chef du village avait parlé. Tate Nzambi avait parlé. Singani Kogo, Yeno. Mais sa fille Dinzuni ne l'avait pas écouté. Allez, mes sœurs, allons à la rivière. Prenons les calebasses, prenons les paniers. On ne va pas boire l'eau de la pluie, alors que l'eau de la rivière a meilleur goût. Le tout, c'est que notre père ne nous voit pas partir. Allons, allons. Dinzune a réussi à convaincre ses sœurs et les voilà conduites à la rivière. Alors que les jeunes filles remplissaient tranquillement leurs calebasses, soudain, Dinzune, elle s'est redressée d'un bond et puis elle a demandé qu'on lui donne une machette. Hé, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette machette? T'as pas entendu ce qu'il a dit, papa? Je ne veux rien faire de mal. Je veux simplement aller voir pourquoi les oiseaux rient. Et puis d'abord, si je ramène quelque chose de là-bas, quelque chose qui se mange, vous serez les premières à manger, non? Alors Dinzune a marché sur la pointe des pieds, sa machette à la main, sur la pointe des pieds, sa machette à la main. Singani Kogo, Yeno. La suite. Avec le Père Noël. C'était la première partie de nos contes. Et vous voyez, c'est sympa d'écouter des histoires, de les entendre raconter. Donc ce qu'on va faire, eh ben, on a invité une personne qui écrit des histoires pour les enfants et qui va venir vous en parler. Alors c'est Madame Muriel Diallo, elle est avec nous dans la salle et elle va venir vous dire pourquoi elle écrit des histoires pour les enfants. Ce sont des livres qui ont été écrits et dessinés par Muriel. Donc on va lui demander de nous expliquer pourquoi elle écrit des livres, pourquoi elle vous écrit des contes et pourquoi elle les dessine, qu'est-ce qui lui plaît quand elle fait ça. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être venue au Palace Autour des Arts. Donc il y a quelques enfants qui ont bravé la pluie, quelques petits courageux, à qui vous allez raconter pourquoi vous écrivez des histoires pour enfants. Ça va être un peu difficile, je suis très timide en fait. Ça ne se voit pas, mais je suis très très timide. Donc j'ai écrit... Ah non. Mais vous m'entendez, hein, je n'ai pas besoin du micro. Non, ça va. Non. Je pense que c'est pour ça que j'écris. Parce que comme j'aime raconter des histoires et que je ne me sens pas à l'aise, et pourtant on dit que je suis conteuse. Hein. J'ai fait de grands spectacles et tout ça. Je ne sais pas encore comment j'ai réussi. Je pense que quand j'arrive sur scène, ça disparaît. Et puis après, je me mets à trembler parce que je me dis, mais comment j'ai pu faire, comment j'ai pu raconter toutes ces histoires. C'est pour ça que je pense que j'écris. Je préfère écrire, en fait. Maintenant, comment c'est venu? C'était un rêve qui date de très 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 longtemps et qui m'est venu quand j'étais toute petite déjà. Parce que ma mère nous avait initiés au conte et par le livre, par le conte oral, comme on a en Afrique d'habitude. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 35 ans. J'ai fait des études, j'ai étudié là-bas. J'ai d'ailleurs même une élève, une ancienne élève de lycée que j'ai retrouvée par hasard grâce à l'écriture. Je suis très contente de la revoir aujourd'hui.
Et moi j'ai grandi dans un univers de livres, d'abord. Et c'était plutôt des livres qui venaient de France. Donc c'était surtout des histoires de... Vous connaissez des histoires, non, d'ici, non, de Blanche-Neige? Oui, toi tu connais quelle histoire? On a Blanche-Neige, on a Cendrillon. Tu en connais d'autres? On a le droit de souffler aujourd'hui. J'espère que tu vas me souffler aussi. Discrètement. Alors, toi, tu en connais? T'en connais? Non? Je connais pas d'histoire. T'es timide comme Muriel? Ça passe, hein, tu sais. Ici, c'est pas grave, on a le droit d'être timide. Donc, on a Blanche-Neige, on a Cendrillon, le petit poussé, la chèvre. Comment? La belle maman qui s'appelle Aurore d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma fille aussi Aurore, donc elle s'appelle Aurore. Alors, donc c'est vraiment tout cet univers-là. Donc, moi j'aimais avec mes soeurs, ce qui me plaisait le plus, c'était de jouer ces personnages-là. Malheureusement, tous ces personnages-là, à part comment ça s'appelle, Blanche-Neige, elles avaient toutes les cheveux blonds. Et en Afrique, on n'a pas les cheveux. À moins d'être albinos, voilà, mais on n'a pas vraiment les cheveux blonds, longs et tout ça, et lisses. Alors nous, on demandait à notre mère, on demandait à maman d'acheter que des serviettes de bain jaune. Il n'y a pas longtemps qu'elle a compris. On n'était pas très sage non plus, mais c'est il y a peu de temps que ma mère a compris pourquoi on avait envie de serviettes de bain jaune. Donc quand elle allait au travail, le mercredi, on n'allait pas à l'école. Donc on restait avec mes soeurs et on mettait les serviettes sur la tête. Comme ça. Et on les attachait avec des chouchous. Donc c'était surtout de grandes serviettes parce qu'il fallait de très très longs cheveux. Les petites, non. Donc les serviettes de bain, on les attachait comme ça. Et puis on marchait. Et puis de temps en temps, on enlevait la barrette. Et puis on oh, mes cheveux. Donc on jouait à ça. On a joué à ça pendant quelques temps. Et puis, je sais pas, je pense que je devais être en CE2. Et là, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à chercher des personnages qui me ressembleraient. D'accord? Je cherche. Je vois qu'un seul personnage qui a à peu près, on va dire, la même couleur de peau que moi, c'est le petit bonhomme de pain d'épices. Et encore, il était encore trop clair. Sauf que le petit bonhomme de pain d'épices, il s'est fait manger à la fin. C'est pas drôle. Donc, ensuite, moi, j'ai continué à aimer on pose des questions. Moi, je commençais à poser des questions à mes parents. Je dis, mais pourquoi on n'a pas de loups en Afrique? Parce que les loups ne vivent pas en Afrique. On n'a pas les châteaux. Moi, j'ai jamais vu de château comme on en voit dans les livres que j'avais. Les princes, ils sont comment en Afrique? Est-ce qu'il y en a? On me dit qu'il y en a, mais ils ne sont pas habillés. Moi, je voulais qu'ils soient habillés avec l'épée et tout, voilà, comme dans les livres. Et quand on me montrait un prince, il ressemblait à un paysan, en fait. On me dit non, c'est la famille pastière et tout ça. Donc, vraiment, beaucoup de déception à ce niveau-là. Et puis, à 10 ans, j'ai dû partir. Je faisais trop de bêtises, donc ma mère m'a dit, bon, il est temps, je pense, d'aller rencontrer ta grand-mère. Donc je suis allée vivre chez ma grand-mère, dans une ville qui était vraiment très 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 loin de l'endroit où moi j'avais grandi. Et puis là, c'était extraordinaire. J'ai rencontré une femme, pour moi qui était une femme qui n'existait pas vraiment, mais bon, je pouvais la toucher. Mais elle me racontait des histoires, mais des histoires. Je lui disais, mais j'avais envie de lui dire, tu mens. Mais en Afrique, on ne dit pas tu mens à une grande personne, aux adultes. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Alors, elle me disait, tu vois l'arc-en-ciel là? Je dis oui. Tu vois ces couleurs? Alors, comment, c'est quoi à ton avis? Je dis, bah, c'est un arc-en-ciel, bah non. En fait, c'est le serpent, c'est un serpent. Je dis, ah, grand-mère, là, tu peux tout me dire, tout m'enseigner, mais là, ça s'appelle un arc-en-ciel. Non. Dans les temps anciens,
les anciens disaient que ça, c'est un serpent. C'est le serpent qui est le premier serpent du commencement du monde. Le premier. Et quand il se réveillait, il s'étendait à force de s'étirer. Donc il s'étendait comme ça jusqu'à se lever dans le ciel et redescendre à l'autre bout de la terre. Si tu le dis, bon, peut-être que c'est vrai. Et puis là, elle a commencé à me parler d'histoires fabuleuses. Mais dans ces histoires, elle me disait toujours, moi j'ai vu tel personnage. C'est comme si je vous dis, moi j'ai vu Blanche-Neige. Non, moi je n'ai pas vu Blanche-Neige, je n'ai jamais rencontré Blanche-Neige. Mais elle voyait des personnages dont elle me parlait. Parce qu'elle était une femme qui vivait dans la forêt. Et elle me disait que depuis toute petite, elle était un peu considérée avec sa famille comme une des dernières gardiennes des secrets de la forêt. Donc là, elle m'a dit que les arbres parlaient et que nous, adolescents, on avait l'habitude de se retrouver sous les arbres avec des copains et puis écrire sur les troncs des arbres, comment donnez-moi un nom, Jocelyne, Christian. Et on gravait comme ça, on faisait des dessins sur les troncs. Et elle nous disait, ben, le jour où vous allez recevoir un grand coup de branche sur la tête, vous allez comprendre qu'il faut arrêter de faire mal à la nature. Elle me parlait déjà de l'écologie, de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Moi déjà, quand j'étais toute petite, j'étais très sensible à ça. Il ne fallait pas marcher, il fallait rester sur le chemin, il ne fallait pas marcher sur des herbes bien plantées parce qu'on peut entendre « Aïe !» Tu me fais mal. Et qu'est-ce qui vous a conduit à imaginer Bibi? Pourquoi Bibi? Pourquoi elle s'appelle Bibi d'abord? Alors Bibi, c'est le nom de carré. Je pense qu'au Congo aussi, il doit en avoir beaucoup. En Afrique, de caresse, on appelle le nom de caresse. C'est des diminutifs en fait de prénom. Par exemple, Muriel, c'est Mimi. Elisabeth, Bibi. Voilà. Et Bibi, c'est ma soeur. Elle est bien vêtue, ça. Sauf que ma soeur, c'est le nom de ma soeur, mais elle dit qu'en fait, qu'en réalité, c'est un personnage qui porte son nom, mais qui avait mon caractère en fait. Donc c'est deux personnages combinés. Et ça aussi, c'était un rêve que j'ai pu mener avec cet éditeur. Je voulais vraiment créer un personnage qui vivrait en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et qui, un personnage d'Afrique d'aujourd'hui, et qui parlerait un peu des désirs des enfants qui vivent là-bas, qui sont en fait des désirs complètement universels, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en France, au Japon, ailleurs. Les enfants n'aiment pas les légumes, voilà, parfois ils n'aiment pas l'école, voilà, ils disent non, oui, ils ont à peu près, disons qu'ils ont tous les mêmes défauts et puis les mêmes qualités. Donc ça, c'était vraiment parler de cette petite fille-là, montrer un autre côté de l'Afrique qu'on ne connaît pas trop mal de l'Afrique. Donc moi, je voulais par les enfants montrer qu'il y a une autre vie qui est vraiment chaleureuse, qui est vivante. On voit ça dans les dessins parce que les dessins sont très colorés. Voilà. On va dans un marché, le marché est très coloré, c'est très animé. Donc Bibi, si vous avez Bibi en lecture, le meilleur moyen de rentrer dans le monde de Bibi, c'est de jouer Bibi. Même les grands. Donc on va essayer peut-être. Vous êtes prêts? Alors, donc Bibi, elle est boudeuse. C'est une petite fille qui boude au départ, très capricieuse, et qui dit toujours non, moi je n'aime pas. Je pense qu'on en connaît beaucoup. Voilà. Je pense que beaucoup doivent penser à cette période-là. Donc moi je n'aime pas. Et pour lire Bibi, on se met dans la peau de Bibi et on joue. Voilà, à l'enfant qui boude. Donc on croise, alors on va croiser tous comme ça. Voilà. Et on boude et le premier qui rit a perdu en fait. Tu boudes pas? Tu veux pas compter? Ah ben je vois des grands qui savent bien faire. À mon avis, c'est pas passé à cette période-là. C'est très bien. Donc on se met dans la peau de Bibi. Et on boude. Et là on commence l'histoire. Et comme Bibi dit, je n'aime pas, ben vous le dites aussi. Donc
D'accord? Et quand Bibi saute parce qu'elle adore, elle veut sauter aussi. D'accord? Voilà. Donc on a Bibi n'aime pas la pluie, on a 8 titres. Et le dernier, toi tu l'as lu Bibi n'aime pas le marché. Ah ouais, tu n'as pas fini, tu vas commencer. Et le tout dernier, c'est Bibi n'aime pas le foot. Donc on compte oui, il est sorti, je vais en exemple. Il est sorti la semaine dernière. Bibi n'aime pas le foot. Et je compte arrêter la série de Bibi à 10 titres, donc l'année prochaine. Parce que j'ai envie de passer à autre chose. Maintenant, ce sont des enfants qui réclament Bibi. Moi, je ne savais pas. On était parti sur 1, 2, 3 titres au maximum. Et puis, on n'a pas pensé que Bibi allait être aussi attachante et se révéler finalement une vraie ambassadrice de l'Afrique. Parce que Bibi, moi, je l'emmène partout dans mes voyages pour tester un peu. Et ça prend. C'est extraordinaire, les enfants. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, l'année dernière, quand je suis retournée, je suis rentrée dans une classe et tout le monde m'appelait Maman, Bibi. Oh, je cherchais une place pour mon gênée, mais gênée. Mais vraiment, mais ça fait plaisir aussi. Et voilà. Donc, on va terminer par les 2 prochains titres et une mascotte, parce que c'est une demande vraiment, on ne sait pas encore comment faire, une demande du public, faire Bibi, une poupée Bibi, mais j'ai plus pensé à une marionnette. Voilà, parce que la marionnette, elle peut suivre l'enfant toute sa vie. Les parents peuvent jouer avec la marionnette. Par contre, par rapport à la poupée qui est vraiment ciblée tout petit. Alors, Bibi, elle a de super dessins. On voit dans le livre, il y a de super dessins. Et surtout, ce qui est encore super, c'est que vous faites les illustrations vous-même, en fait. Vous dessinez vous-même dans vos livres. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, en fait, de dessiner dans vos livres? C'est une passion, vous adorez ça? Parce que vos dessins, ils sont trop beaux. Regardez celui-là. Vous voyez les enfants? Regardez. Elle les dessine toute seule. Elle écrit les histoires et elle les dessine. C'est pas évident de faire les dessins de Bibi parce que au départ c'était très difficile. Moi je ne voulais pas un personnage qui était bien dessiné, c'est-à-dire qui ressemblait à une photo. Parce que je voulais montrer les grimaces que Bibi pouvait faire, je voulais qu'on le ressente dans le dessin. Donc j'ai fait le choix de déformer un peu le personnage pour vraiment, voilà, vraiment montrer qu'on rentre mieux dans l'histoire et dans l'univers de Bibi. Alors, vous avez aussi collaboré avec Daniela Boni. Elle a écrit un conte, Le rêve du dromadaire, que Célia a dans les mains. Et vous, en fait, vous avez fait les illustrations. Vous pouvez nous parler un peu de cette aventure? Surtout des illustrations. Surtout des illustrations, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et les enfants. En plus, ni photo, ni... Bon, les enfants et les parents. C'est vous qui allez en parler. Parce que moi, je suis peintre à l'origine et je ne sais pas si vous avez regardé, si vous regardez bien mes techniques d'illustration, c'est beaucoup de collage. Il y a une belle femme à la fin. Voilà, donc ce sont des techniques de collage. J'aime bien récupérer tout ce qu'on jette. Donc, en même temps, c'est vrai que j'apporte quelque chose au niveau de l'histoire, mais je voulais aussi sensibiliser les grands comme les petits à ce monde du recyclage que j'apprécie énormément. C'est-à-dire qu'on jette beaucoup trop de choses. Et beaucoup d'enfants que je rencontre dans mes ateliers, ils me disent toujours alors demain on vient avec quoi de la peinture et tout ça. Donc ils vont dire à leurs parents d'acheter. Et je dis non, interdit d'acheter quand je viens. Donc vous allez voir, on a des choses en classe et puis ça vous permet, ça vous donne l'occasion justement de discuter avec les parents, c'est-à-dire quand on parle de parents, c'est pas vraiment que le père, la mère, hein, il y a les tantes, il y a les grands-mères, les papis, les tatas et tout ça. Et puis vous me remplissez une boîte. Donc ça sera ce que vous allez appeler la boîte à trésor, votre boîte à trésor. Et moi, quand vous venez avec votre boîte, en fonction de ce que vous avez trouvé dans votre boîte, voilà, en fonction de ce que je trouve dans votre boîte, je produis quelque chose avec vous. Donc c'est vraiment pas des dessins qui vont se ressembler. Donc chaque enfant va expérimenter cette technique-là d'illustration, de peinture, et repartira chez lui avec quelque chose d'unique. Voilà. Donc dedans on trouve
parce que moi je viens avec les originaux dans les classes, donc les enfants touchent et sont surpris de voir que ils me disent c'est pas tout lisse. Je dis bah évidemment c'est pas tout lisse. Qu'est-ce qu'il y a de collé? Ah ben ça c'est une vraie fermeture éclair. Tu as collé une vraie fermeture éclair? Je dis ah oui. Et où tu as trouvé ça? Je dis bah sur un vieux pantalon. Et ça c'est un vrai bouton? Oui. Et ça c'est du sable, du vrai sable. Mais c'est étonnant quand même que les enfants posent ces questions-là, ça veut dire qu'il y a quand même un manque quelque part. On préfère acheter. Voilà. Alors que je pense que l'enfant, c'est un peu comme si vous lui donnez quelque chose à fabriquer. Hein. Donc, vous lui donnez voilà, une mission. Va voir ce que tu peux utiliser aujourd'hui pour faire un beau tableau. Tu vas faire des recherches. Ah, la grand-mère, elle a de la laine, elle a ceci, elle a cela. Bon, on m'a apporté aussi comment on appelle ça, des poils de chat. C'est ma faute, je suis très allergique aux chats. Donc ça a été une catastrophe quand j'ai ouvert la boîte. Mais l'enfant, il était désolé. Il ne peut pas savoir, mais moi, je lui ai dit, tu prends ce que tu aimes. Il m'a dit, j'adore mon chat. Donc je suis venue avec les poils qui perdaient, j'en ai fait moi. Et quand j'ai commencé à éternuer, j'ai dit, mon petit, c'est pas ta faute, mais bon, on va éviter ça. On ne prend pas les poils des animaux, je suis comme ça en général, mais même si c'est des poils perdus, mais c'est vraiment des choses, du papier, du tissu, donc je précise maintenant un peu plus. Il y a une copine à Bibi dans la salle, je suis sûre qu'elle veut vous poser des questions. Elle a toujours les bras croisés, je crois qu'elle continue à bouder. Oui, c'est toi. Tu veux poser des questions à Muriel? Non, t'es timide. Elle n'en revient pas. Tu es timide aussi? Tu es timide aussi? Ça va passer. Tu vas faire de grandes choses, hein, tu vas voir. Alors, vous avez écrit aussi ce beau livre qu'on voit là, Toclo et la fille tête en l'air. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce conte de la fille tête en l'air? En plus, c'est pareil, il a de belles illustrations. Regardez, une belle femme dedans, elle a de belles tenues. Je veux la même quand même. Ouais. Regardez, il y a de belles tenues en palme et tout. Ça a été long à faire ce livre, ça vous a pris beaucoup de temps. L'idée prend beaucoup plus de temps à germer et se mettre en place. Et ensuite, quand l'inspiration est là, je commence tout de suite. Parfois, je peux commencer à dessiner, regarder les dessins et écrire. Moi, je peux faire les bruits. Surtout que moi, je trouve que c'est pas forcément évident d'écrire des enfants, d'écrire des histoires de manière à ce que ça intéresse des enfants. Plus facile pour des adultes. Mais je pense qu'on se met, moi je me mets beaucoup, surtout avec Bibi, je me mets beaucoup, non, je m'éclate énormément parce que je me mets dans la peau d'un enfant en fait. Je rigole, je m'amuse beaucoup et vraiment c'est une très très belle aventure. Hein. Oui, c'est la collection. Donc là cette collection, on l'a arrêtée avec la France, mais je l'ai continuée, je l'ai rendue à l'Afrique en fait. Je ne suis pas arrêtée avec la France, je l'ai rendue à l'Afrique. Donc on a sorti les deux derniers titres, Fanico, le laveur de linge, les coiffeurs coupés décalés, je ne sais pas si vous les avez. Non, on les a pas. On les a pas. Ils sont sortis la semaine dernière, je vais voir dans mon sac. La création est décalée. Non. Donc on a fait le choix quand même avec, parce qu'on est, moi je travaille aussi, je suis en fait un auteur engagé et je suis militante aussi quelque part. Donc on a fait le choix avec mon éditeur de Côte d'Ivoire de rendre cette collection-là à l'Afrique et de sortir les livres en couverture souple. Parce que le souci, c'est qu'en Afrique, les couvertures comme ça, là, cartonnées, coûtent très très cher. Et ça n'arrange pas quand on travaille pour la promotion de la littérature jeunesse. Les parents n'ont pas accès, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils n'ont pas forcément accès aux livres, tout simplement. Pas parce qu'ils ne veulent pas, hein, mais parce que ça revient cher. Donc cette année, voilà, j'ai décidé avec cet éditeur-là, voilà, de sortir cette collection-là en couverture souple.
Et est-ce que ça va sortir dans d'autres pays d'Afrique aussi? Bah, c'est déjà sorti, hein, parce que c'est un éditeur qui parcourt, il va jusqu'en Afrique centrale. Donc il parcourt lui-même l'Afrique. Je pense que les libraires les ont déjà. Hein, il y a beaucoup, c'est tout récent. Il y a beaucoup, vous parlez beaucoup, là par exemple, de magie, la fille tête en l'air, etc. Votre imaginaire, il est toujours... des fois vous êtes en panne, ça vous arrive d'être en panne ou jamais? Ah, ça m'arrive d'être en panne. Pendant, il m'est arrivé de rester pendant 2 ans sans rien écrire, sans rien dessiner. C'est très difficile, mais il y a très longtemps, ça n'est plus jamais arrivé après. C'est très très difficile parce que c'est vraiment le moyen par lequel je m'exprime mieux. C'est un besoin pour moi d'écrire, parce que j'écris beaucoup, je dessine beaucoup. Je ne montre pas tout mon travail. Hein. J'ai beaucoup de choses dans mes tiroirs qui ne vont jamais sortir. Et puis, c'est vraiment pour moi important de me mettre à écrire. Quand on m'énerve dans la rue et que je suis une bombe à retardement, je veux dire. Je ne suis pas comme certaines personnes, j'admire ces personnes-là qui réagissent tout de suite. Alors moi, je rentre chez moi. Et là, chez moi, je me dis, mais c'est à toi qu'on a parlé comme ça? C'est pas possible. Tu n'as rien fait. Alors ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, et je me sens mal. Et alors, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est un ami bulgare qui m'a donné ce conseil, et puis depuis je le suis. Il m'a dit, voilà, tu te mets tout ça dans une histoire, dans des écrits. Mais je vous assure que ça défraie. Si la personne qui vous a fait du mal à l'extérieur pouvait lire ce que, ou même voir le dessin que vous avez pu produire à partir de ça, je pense que plus jamais il n'oserait. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça me permet de me développer. Bon, donc Danico, c'est quelqu'un qui vous a énervé là? Non, pas du tout. Fanico, en fait, c'est une collection qui parle des petits métiers. D'accord. Voilà, des petits métiers. Et en Côte d'Ivoire, les Fanicos sont des gens qui lavent le linge. Voilà. Moi, j'ai voulu montrer ce côté. Je n'ai pas voulu faire de documentaire parce qu'on a assez. On en a beaucoup, trop. J'ai voulu montrer un pan de la vie de ces personnages-là, raconter. Ce ne sont pas des gens qui font pitié, voilà, comme on a tendance à le croire. Ce sont des jeunes souvent déscolarisés qui en attendant d'avoir quelque chose de mieux à faire, n'ont pas voulu mendier leur âme. Donc se sont lancés dans ces petits métiers-là. Voilà. Donc moi c'était pour aussi les encourager et les valoriser aux yeux du monde. Et ces collections-là, on peut les trouver ici aussi, même si c'est la loison classique. D'accord. C'est loison indigo. Voilà. D'accord. Je sais pas. Je sais que vous les trouvez sûrs à la librairie du Quai Branly. Vous avez tous mes ouvrages là-bas. Et puis, si vous ne... Et bientôt à la librairie Galerie Comune. Bientôt à la librairie Galerie Comune. J'espère, parce que moi je veux dire, on n'a pas une autre. Voilà. Ce serait bien, parce que quand on me pose la question, vas-y. Il y en a déjà quelques-uns ici, hein, le rêve du dromadaire, les billets, etc. Donc d'ailleurs pour les parents qui veulent faire des courses, profiter de l'auteur qui est là, qui peut faire des dédicaces à vos enfants, c'est des beaux cadeaux de Noël. Donc je vais dire comme ça, les coiffures coupées décalées, c'est vraiment l'histoire d'un petit coiffeur, un coiffeur de quartier, qui n'a pas de salon. Vous savez, en Afrique on a des salons dans les cabanes, là, des hangars, c'est pas des vrais salons de coiffure. Et ce coiffeur-là, il aime tellement James Brown. Voilà. Il est assez spécial avec son afro. Donc, le problème, il coiffe bien. Et je dis qu'il coiffe. Il coiffe très bien. Le seul souci, c'est qu'au moment où il vous coiffe, si jamais une musique de James Brown passe à la radio, c'est fini. Alors, vous voyez là, on a un client, on a fait les frais. Parce que là, on raconte que la tondeuse, la tête devient un circuit automobile. Et la tondeuse, voilà, une voiture de course. Et là, c'est la catastrophe pour réparer. Bah, c'est un bon coco taillé. Et là, bon, le client, il est sauvé parce que
le coiffeur ne touchait pas sa tête quand la musique est passée. Il a juste fait son grand écart, là, voilà. Mais il a quand même peur, hein, il n'est pas rassuré. Là. Il a encore ses cheveux sur la tête. Et parfois, quand il n'y a pas de clients, donc le coiffeur, il sort. Il sort de son salon. Et il va dans la rue. Donc il crie, coiffeur, je sais tout faire, voilà, je coiffe, je fais toutes les coiffures, etc., etc. Et quand personne ne l'écoute, il prend son peigne, s'en sert comme de micro et écrit James Brown. Voilà. Donc on appelle tonton James, hein. Tous les jeunes du quartier le connaissent. Et là, il croise le chemin d'un monsieur qui dit oh mon petit, est-ce que vraiment tu peux m'aider? Vraiment, ma femme trouve que je suis vraiment très laid, j'ai des poils partout qui poussent les cheveux et tout ça. Donc lui, il arrive et lui dit oh là là, où as-tu vécu jusque-là? Dans la forêt? Tes poils te sortent aussi du nez et des oreilles. Tes cheveux, une vraie pagaille, tonton. Viens, je vais te transformer en 2 minutes pour marcher. Et ça, c'est vraiment, on le met. Et le monsieur, il n'est pas rassuré. Il dit va doucement, petit, va doucement. Hein, avec la tondeuse. Ne crains rien, il ne sait rien, ça. Et à la fin, on fait une bonne coiffure, une bonne coupe pelée. Ah oui. Et là, il garde la monnaie parce que le client est très content. Et il est sûr de retrouver son amoureuse. Voilà, donc là, on a tous les jeunes du quartier qui attendent avant la veille de la rentrée. On est sûr qu'en tout cas, on sortira avec une bonne coupe. Par contre, il arrive que les choses dérapent dans le salon. Je ne sais pas si au Congo, en Côte d'Ivoire, on avait dans le temps, et les Ghanéens aussi, ils défrisaient les cheveux des femmes avec des défrisants qu'ils fabriquaient. On les appelait l'homo savon chez nous. Donc c'est un mélange de soude avec du savon pilé. Ça existe aussi. Voilà, donc on noircit, c'est vraiment, donc quand on est placé sur le cuir chevelu, alors les femmes hurlaient. Plus elles hurlent, plus le coiffeur il est content. Et il lui dit madame, frappez ton cœur, sois courageuse, c'est comme ça va passer. Voilà. Et après on met on lave, on met de l'eau, donc le savon fait mousser, on rince tout ça, et après on appelle le lait sur le cuir chevelu. Mais en tout cas c'est bien défrisé. C'est tout lisse, donc elle vient, voilà, elle lui dit vraiment, je vais défriser mes cheveux rebelles et tout ça. Et lui, il lui donne, il dit, il n'y a pas de problème, je viens de créer ma crème, mon lion savon. Et là, dès que la crème touche le cuir chevelu, c'est fini, elle s'enfuit, par contre, elle sort. Et on le voit courir après elle, avec son réveil pour dire tic-tac, tic-tac, il faut vite, c'est bientôt l'heure de passer au... Voilà. Et elle s'en sort avec une petite touffe là. On lui fait un bon petit chignon. Et là, c'est une jeune de collège, je pense, qui vient, qui veut une coiffure tendance. Donc le coiffeur lui fait une coiffure qu'il appelle crête de coq. Ça existait, hein. Ce sont des coiffures qui ont existé dans le temps. Ça existe encore, voilà. Et on a des coiffures qui reviennent à la mode. C'est pour ça que j'ai voulu reparler de ça. Donc crête de coq, sauf qu'il lui a mis un peu de rose. Et il lui a dit, bon, il s'appelle, donc le jeune, il s'appelle tout petit. Il lui a dit, bon, toi, c'est pas la peine de me payer quand tu seras ministre des Finances. En tout cas, il lui dit, voilà, avec ça, tu pourras t'égosier dans les basses-cours à présent. Cocorico, pour toi, c'est gratuit, tu me paieras quand tu seras ministre des Finances. Et le soir, quand tous les jeunes sont rentrés, on a d'autres genres de clients qui arrivent. Ce sont les vieux qui ne veulent pas venir. Ça, c'est en discutant avec ma mère pendant que j'écrivais. Elle m'a dit, il y a tel ministre, je ne sais pas, qui a plus de 80 ans maintenant, qu'elle a vu à la télé, mais il a tellement noirci ses cheveux qu'il ne reste même plus. Mais c'est tout noir, c'est que la teinture chrome, quoi. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'ajouter dans... Et parfois, voilà. Donc ils rasent les murs, ils rentrent, ils ne veulent pas qu'on les voit. Et quand le coiffeur dit, ah mais ça c'est mon tonton chic qui arrive, chut, personne ne sait que je me teins les cheveux. Il est tellement sûr de rester jeune avec les cheveux à vie.
Et parfois, ils font des rencontres. Voilà. Une dame âgée aussi que voilà, tonton James, le coiffeur, a réussi à embellir. Et il fait même des présentations. Et l'histoire se termine. Et ça se termine par une histoire de Donc, il ferme son salon. Ah, il ferme. Ah oui, le soir. Le soir, bien sûr. Et il rêve en fermant, il range tout, parce que c'est important. Oui, il range tout. Et en rangeant, il rêve, là, il rêve d'un salon avec des murs de ciment, des fauteuils couleur argentée. Il se dit, ah, si je continue à travailler comme ça, je vais bientôt de l'argent. Sauf que là, on a ajouté, j'ai aussi travaillé comme de la bobine. Donc on a ajouté un petit à en savoir plus pour que les enfants se posent des questions quand même. Donc on leur explique un peu ce que c'est que la vie des enfants. Alors on revient à la réalité. Et puis on parle aussi des maladies. Est-ce que les outils sont désinfectés comme il se doit aujourd'hui? Il faut penser à ça. Donc on ouvre quand même un questionnement. Voilà. Donc ça, j'avais voulu vraiment. Pour le laveur de linge, le questionnement, c'est vraiment par rapport à la pollution. Parce que là, dans les cours d'eau et tout, est-ce qu'il ne faut pas réglementer, d'ailleurs, ils souhaitent réglementer ce métier, leur donner un endroit bien à eux, qui puisse empêcher de détruire quand même le cours d'eau avec le savon, les détergents. Voilà. Bon, comme vous avez été sage, je vais vous lire un petit bout de l'histoire de Tate Nzambi. Singani Eko. Vous avez déjà oublié, hein? Singani Kogo plutôt. Singani Kogo. Bon, on va continuer l'histoire. Alors, on s'était arrêté, Zinzune avait sa machette à la main. Et elle voulait attaquer une bête. Zinzane, la curieuse, s'est retrouvée face à une créature qu'on ne pouvait pas définir. Était-ce un poisson, un oiseau, un tronc d'arbre, un être humain, une créature qui n'avait pas de nom? Mais Zinzane n'a pas eu peur. Elle s'est penchée au-dessus de la chose à laquelle elle a donné pour nom Mengine. Pour Zinzane, il s'agissait là d'une proie bonne à manger. Revenue au village, elle a passé la proie par-dessus le feu pour la débarrasser de ses poils. Et aussitôt, Mengine s'est transformé en un jeune homme d'une exceptionnelle beauté. Mais un beau garçon. Et là, Tate Nzambi a demandé qui était ce jeune homme, d'où venait-il, que faisait-il dans le village. Zinzane a simplement répondu, « Il est à moi, père. Je l'ai ramassé à la rivière, je veux l'épouser. » Ah, Zinzane, encore une fois, tu as décidé de ne pas m'écouter. Eh bien, épouse ton beau jeune homme, tu verras bien. Zinzane a donc épousé le beau jeune homme. Vous voulez savoir s'ils ont eu des enfants? Singani Congo? Voilà, bon, c'est la fin de notre palabre autour des arts pour les enfants. Donc merci à Muriel Diallo qui nous a tenu compagnie avec ses beaux livres, la collection Bibi. Aujourd'hui il pleut, Bibi n'aime pas la pluie, et quelque part. Voilà, Bibi n'aime pas la pluie. C'est une collection très intéressante et très ludique pour les enfants avec de beaux livres. Il y a tous les contes qu'on a lus sont disponibles à la Galerie Congo. Et voilà, merci de vous être déplacés avec les enfants pour cette palabre autour des arts. On n'était pas très nombreux, mais on espère en tout cas que vous avez trouvé ça sympathique. Les palabres continuent au mois de janvier, et là, ça sera les adultes qui vont palabrer. Nous allons recevoir Capitaine Alexandre pour son livre Le Chant des possibles. Et là, ce sera à la librairie Caribe, parce que notre travail, c'est qu'on va dans les librairies. Donc aujourd'hui, on est à la Galerie Congo. Au mois de janvier, on sera à la librairie Caribe. Et on a déjà la date? Je sais plus. Ça sera le 30 janvier, le 31. Le 31 janvier. On a une page Facebook qui s'appelle Palabre autour des arts. Donc n'hésitez pas pour les parents à la liker. Vous serez au courant ainsi donc de notre activité, des prochaines palabres. On a également un blog Facebook. Et encore merci d'être venu nous voir. Merci.